Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de vous présenter quelques correspondances qui, je pense, vont faire écho à l'exposition Greuze que vous avez peut-être déjà vue ou que vous allez voir peut-être tout à l'heure. Alors, puisqu'il s'agit, comme le dit le titre, être mère à distance, écrire à ses enfants au siècle des Lumières de l'être, eh bien, commençons par une lettre pour que vous voyez à quoi pouvait ressembler une lettre de mère du XVIIIe siècle. Donc, je vous ai mis ici une photo qui reproduit le début d'une lettre avec la transcription à côté que je vous lis. Tu dois avoir reçu, ma chère fille, par le dernier courrier, une de mes lettres. J'ai reçu ta jolie lettre qui m'a fait, comme tu penses, bien grand plaisir. Je te prie de me donner toujours des nouvelles. Je t'avais quittée avec bien du regret, ne t'ayant pas laissée bien remise, mais tu me dis que tu te portes bien. Ménage ta santé, que je n'ai pas le chagrin du moins, si je suis séparée de toi, de te savoir malade. Remarquez au passage que l'orthographe et surtout la ponctuation ne répondent pas du tout aux règles en vigueur. Donc cette lettre, elle est adressée par Madame le Comte de la Traîne, qui est une noble qui appartient à la noblesse bordelaise, à la noblesse parlementaire, et elle l'adresse à sa fille, qui s'appelait Marie-Thérèse, qui est l'épouse de Jean-François Denis d'Albis de Belbèze, qui était lui-même conseiller au Parlement de Toulouse, ce qui explique que mère et fille soient séparées. Comme vous le constatez, je pense, Madame le Comte de la Traîne n'avait pas du tout le talent littéraire de Madame de Sévigné, un siècle plus tôt, qui était déjà au XVIIIe siècle célébrée comme une grande épistolière et qui était une sorte de modèle. Mais cependant, on peut remarquer que plusieurs points rapprochent ces deux femmes à un siècle de distance. Toutes les deux sont des nobles, hein, elles appartiennent à la noblesse, même si l'une est parisienne et l'autre provinciale. Et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, toutes les deux écrivent à leur fille. Vous savez que Madame de Sévigné écrivait de manière frénétique à Madame de Grignan, sa fille, deux filles à qui elles écrivent alors qu'elles ne sont pas enfants, hein, elles sont adultes et mariées, et parce qu'elles sont mariées, elles vivent au loin d'elles. Alors, écrire à ses enfants, que ce s'agisse de fils ou de filles, d'enfants, de petits-enfants ou d'adultes, n'a rien d'exceptionnel pour une femme de la noblesse au XVIIIe siècle. Les membres des élites, qui appartiennent donc à la noblesse elle-même ou à la haute ou bonne bourgeoisie urbaine, entretiennent souvent de très abondantes correspondances qui proviennent des hommes, mais aussi des femmes, qui sont parfois dictées à des secrétaires ou à des proches, et parfois également, comme c'est le cas ici, rédigées de leurs mains. Alors, ils et elles, ils écrivent beaucoup parce qu'ils écrivent à leur famille, à des membres de leur famille, ils écrivent à leurs amis, ils écrivent à leur, comme on disait, à leurs gens d'affaires pour se régler des différents problèmes matériels. Les hommes écrivent, on va dire, prenant un terme peut-être pas très juste, à leurs collègues. Ils écrivent également à des cercles de relations parfois très larges qui peuvent comprendre y compris des puissants à qui on va demander un certain nombre de faveurs. Pourquoi y écrivent-ils autant? Parce qu'ils vivent souvent entre leur hôtel en ville et leur château à la campagne. Les hommes sont souvent assez appelés à se déplacer pour des raisons, on va dire, professionnelles, notamment lorsqu'ils sont à l'armée. Ils se déplacent pour voyager, ils se déplacent pour aller régler des affaires, des procès qui les amènent parfois à l'autre bout de la France. Et même si les hommes se déplacent plus, les femmes peuvent être amenées à le faire, et elles sont amenées aussi à écrire parce que, pour le dire de manière assez générale, les réseaux familiaux, amicaux, relationnels, dans ces milieux-là, se déploient sur de longues distances, sur de larges espèces.
On peut dire que des lettres donc innombrables ont été échangées à cette époque, donc entre membres d'une même famille ou entre un cercle plus large, dont grande partie a disparu, elles n'ont pas été conservées, mais une petite part, qu'il est évidemment impossible de quantifier, de se rendre compte de ce que ça représente vraiment, mais enfin, une petite part a survécu jusqu'à aujourd'hui. Dans des archives qui parfois sont des archives qui sont conservées dans les familles elles-mêmes et qui peuvent dormir encore dans des bibliothèques de châteaux, par exemple, qui peuvent être retrouvées dans des greniers ou qui sont déposées ou données dans des dépôts d'archives publiques. On en trouve aussi dans des dépôts d'archives publiques parce que notamment pour des correspondances, des archives privées qui venaient de familles nobiliaires, elles ont été confisquées au moment de la Révolution, au moment des saisies révolutionnaires. Et puis on en connaît aussi parce que certaines ont pu être éditées, publiées, parfois il y a fort longtemps. Donc les historiens et les historiennes disposent d'un certain nombre de matériaux, mais les conditions aussi de conservation, le fait que ces lettres soient parvenues jusqu'à nous, soit sous forme d'originaux, soit parfois sous forme publiée, expliquent aussi, pour différentes raisons, qu'il y ait une forme de surreprésentation de la noblesse. Alors, dans les milieux des élites, les femmes sont désormais toutes alphabétisées. Elles représentent du coup une minorité au sein de la population féminine parce que avant la Révolution, à la veille de la Révolution, moins de 30% des femmes en France sont capables de signer leur acte de mariage. D'accord ? Donc il y a une grande partie de la population, notamment dans les campagnes, notamment dans le midi de la France, qui sont très largement analphabètes. Donc là, nous avons un phénomène qui est minoritaire, que cette aisance avec l'écrit, dont témoignent, vous voyez, les peintres du temps, la familiarité avec l'écrit en tant que lectrice, mais aussi familiarité avec l'écrit, notamment dans la tenue de correspondances, comme l'a représenté ici Adeline Labille-Guillard. Des femmes donc qui sont alphabétisées, qui ont l'habitude d'écrire, de lire et d'écrire, mais qui, par rapport aux hommes des mêmes milieux, par contre, maîtrisent beaucoup moins l'écrit, comme on vient de le voir dans l'exemple que je vous ai donné, parce que tout simplement, elles n'ont pas eu la même formation intellectuelle, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans certains cas, la graphie elle-même est maladroite, ce n'est pas le cas ici, mais ça peut arriver, on peut avoir des graphies vraiment, même du coup, difficiles à lire. Et surtout l'orthographe, la ponctuation, l'accentuation, le fait de mettre des majuscules, tout ça est souvent pas du tout, ne répond pas aux règles. La syntaxe elle-même peut être approximative et je vous donnerai d'autres exemples. Ce qui n'est pas signe, si vous voulez, d'une forme d'insuffisance culturelle, je dirais. On peut être assez étonné de voir que des femmes dont on sait qu'elles fréquentaient des cercles particulièrement cultivés, elles-mêmes, quand elles écrivent, leurs plumes, ne sont pas passées par n'ont visiblement pas fait beaucoup de dictées dans leur vie, pour le dire. Voilà. Donc c'est au sein de ces mêmes milieux, des élites sociales, que l'on voit se développer à partir du milieu, on va dire, autour de 1750, mais surtout dans la seconde moitié du siècle, à l'époque donc des Lumières, de nouvelles conceptions de la famille et du coup des pratiques nouvelles qui se déploient au sein de la sphère familiale. On peut dire que contre une conception qui était très autoritaire de la famille, qui affirmait l'autorité du mari sur sa femme et des parents sur les enfants, une vision, si vous voulez, très, quand même assez patriarcale, on va dire, de leur famille, la dimension affective de la cellule familiale est désormais davantage valorisée, d'abord d'ailleurs plutôt au sein du couple, dans un milieu où on se mariait par raison, voilà, où le mariage par amour n'était pas... L'amour devait arriver après le mariage.
Et également, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, où les relations affectives entre parents et enfants sont désormais bien valorisées. Et les correspondances familiales échangées entre parents et enfants, entre mari et femme, rendent bien compte de ce changement. Un signe, hein, c'est le passage progressif, et qui n'est pas du tout achevé au moment de la Révolution, du vouvoiement au tutoiement, hein, au sein du couple, ou entre parents et enfants, ou l'abandon de certaines formules de politesse au, au profit d'une expression, on va dire, plus libre. Alors, pour que comprenne mieux ce dont je parle, je vous ai mis ici donc une photo d'une lettre qui est adressée par une fille dont on ne connaît pas forcément l'âge à ce moment-là, qui écrit, alors je vous ai mis la photo, qui écrit « Madame ma très chère maman, permettez que j'ai l'honneur de vous écrire pour vous témoigner l'expression que j'aurai de vous voir, l'empressement, pardon, que j'aurai de vous voir. Il me tarde beaucoup d'avoir cet honneur. J'ai appris avec bien du plaisir que votre incommodité, puis on tourne la page. Je vous fais remarquer au passage que vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc hein, dans la lettre. Alors c'est tout à fait volontaire. Dans les codes épistolaires au XVIIIe siècle, plus on veut marquer le respect à la personne à qui on adresse sa lettre, plus on laisse d'espace de blanc. Voilà. Et au contraire, plus on est familier, proche, moins on laisse de blanc. Donc les enfants, vous voyez ici, elle apprend et elle veut bien faire, donc elle laisse beaucoup d'espace. Et elle continue ici. Bon, vous voyez, la lettre est très très courte. Et ça finit par « Madame ma très chère maman, votre très humble et très obéissante servante, bon repos ». Et vous remarquerez aussi au passage qu'elle n'emploie pas son prénom, ce qui est très fréquent et très déroutant pour nous dans les correspondances de cette époque. Et puis elle ajoute « Mes sœurs m'ont chargé de vous assurer de ces respects ». Donc là, vous voyez, la syntaxe est quand même très approximative. Voilà. Et les fautes d'orthographe sont quand même assez nombreuses. Donc là, on est en 1757 dans cette famille. Donc vous voyez, alors là, c'est aussi un exercice un petit peu scolaire. Vous voyez ce côté quand même extrêmement formel hein, ici de cette correspondance qui permet de mieux comprendre les évolutions qui se font jour lorsque on va s'adresser plus librement. On constate aussi que l'attention accordée par les parents, qu'il s'agisse d'ailleurs des pères ou des mères aux jeunes enfants, y compris aux petites filles, s'accroît beaucoup. Hein, on rapporte leurs mots d'enfant, leurs progrès, leurs chagrins, et ceci se reflète dans la peinture avec la place qui est accordée dans la peinture, notamment celle de Greuze, justement à la représentation des jeunes enfants. Donc dans l'exposition, là je n'ai pas mis de photos, mais il peint ces deux filles qui ont à l'âge de 2 et 4 ans, je crois, enfin voilà. Là, c'est un autre de ses œuvres qui est aussi dans l'exposition, qui est la petite Nanette. Donc, vous voyez, ce sont des enfants vraiment jeunes. Hein. Voilà, il y a vraiment un attrait pour cet âge-là, ou à côté, un peu plus tardif, Madame Vigée-Lebrun, qui se représente elle-même avec sa fille, qui est également un peu plus âgée, un peu plus grande, mais qui reste tout à fait, qui est quand même une petite fille. Alors, ces jeunes enfants que peint Greuze ou que peint Madame Vigée-Lebrun, ils accompagnent aussi une nouvelle perception de la figure maternelle, à qui l'on reconnaît désormais un rôle tout à fait essentiel, notamment pour la petite enfance. Il y a donc une forme de promotion de la maternité, pour laquelle Rousseau a joué un rôle très très important, notamment parmi les lectrices qui ont lu avec beaucoup d'enthousiasme son ouvrage qui s'appelle L'Émile sur l'éducation, qui est paru en 1762. Et il incite beaucoup les femmes à retourner à la nature en leur prescrivant d'allaiter elles-mêmes leurs enfants, alors que dans ces milieux-là, il était vraiment tout à fait
habituelle, hein. Et la norme était de placer son enfant en nourrice, en général, à la campagne, et c'était les femmes du peuple, hein, qui allaitaient elles-mêmes leurs enfants. Il leur prescrit aussi de traiter les enfants, les bébés, on va dire, différemment, pour, par exemple, ne plus les emmailloter. La référence à la nature est omniprésente chez Rousseau, et plus généralement chez les écrivains des Lumières. Et cette référence, elle s'inscrit aussi dans une nouvelle vision du monde, qui n'est plus fondée sur une vision forcément religieuse, et dans laquelle on assiste désormais sur la vocation biologique des femmes, et à la référence à leur corps, hein, pour les inciter, et si possible les convaincre ou les obliger à être des mères, tout en les enfermant, hein, dans la maternité, qui serait leur destin biologique, hein. Donc il y a à la fois une promotion, mais en même temps une sorte d'enfermement. Alors si Rousseau est bien sûr le plus illustre des auteurs du XVIIIe qui ont écrit sur les enfants et l'éducation, sa célébrité ne doit pas masquer le fait qu'il y a une multitude d'écrits à cette époque sur la pédagogie, l'éducation. C'est un siècle qui se passionne, hein, pour l'enfance, l'éducation et la pédagogie. Et même si les hommes sont très nombreux dans ce domaine, certaines femmes, hein, ont également écrit. Alors, je vous ai mis ici quelques titres. Dès le début du siècle, Madame de Lambert, hein, qui a écrit Avis d'une mère à son fils, j'ai oublié un mot, et Avis d'une mère à sa fille. Madame d'Épinay, qui faisait partie vraiment qui était amie de Grimm, enfin qui fréquentait les philosophes, les lettres à mon fils, puis ensuite les conversations d'Émilie, qui en fait, Émilie étant sa petite fille. Madame de Genlis un peu plus tard, qui a écrit notamment beaucoup de théâtre éducatif, mais aussi des lettres sur l'éducation qui s'appellent Adèle et Théodore, ou peut-être moins connue aujourd'hui, Madame Le Prince de Beaumont, qui a beaucoup écrit notamment des ouvrages qui s'appelaient Le Magasin des enfants, Le Magasin des adolescentes, qui étaient destinés davantage à des filles. Alors, des écrits de Rousseau et de beaucoup d'auteurs de ce temps, il ressort que le rôle des mères en matière d'éducation, il se concentre surtout sur la petite enfance, qu'elles sont chargées tout particulièrement de veiller à la santé de leurs enfants, à une époque où, il faut le rappeler, la mortalité des enfants était très élevée, hein, parce qu'encore au XVIIIe siècle, pour simplifier en exagérant à peine, en gros, la moitié des enfants qui viennent au monde n'atteignent pas l'âge adulte, hein, quand même. Et ça concerne à peu près tous les milieux. Donc, veiller à la conservation, comme on disait, des enfants, parce que c'est un enjeu essentiel. Puis ensuite, leur donner une éducation religieuse et morale, et leur donner éventuellement elles-mêmes les premiers rudiments de lecture et d'écriture, comme vous le voyez ici dans ce tableau. Rapidement, alors dès 7 ans ou entre 7 et 10 ans, elles devraient normalement se concentrer sur l'éducation de leurs filles et les former à leur futur rôle de bonne épouse, puisque la plupart d'entre elles se mariaient, tandis que l'éducation des garçons est censée leur échapper au profit des pères. Et je vous renvoie notamment au propos qui est censé prononcer Julie, l'héroïne de la nouvelle Héloïse, qui est parue l'année avant l'Émile. « Je nourris des enfants, donc elle les allaite, et n'ai pas la présomption de vouloir former des hommes. La fonction dont je suis chargée n'est pas d'élever mes fils, mais de les préparer pour être élevés par un homme, hein, par des hommes bien entendu. » Donc, des injonctions position assez misogyne, hein, il faut quand même le dire, de la part de Rousseau, qui n'est pas forcément en fait partagée par les femmes dont vous avez vu, dont je vous ai mis les titres, qui beaucoup se mêlent de l'éducation de leurs fils, hein, puisqu'elles écrivent des lettres à leurs fils. Et pour prendre l'exemple de Félicité de Genlis, elle avait été chargée de l'éducation des enfants du futur duc d'Orléans, Philippe Égalité, et ça avait choqué des filles et des garçons, hein, de ce dernier. Bref, face à la fois cette vision très rousseauiste de les femmes s'occupent des petits et des filles, et puis les hommes s'occupent des garçons, et il faut se poser la question de savoir ce qui se passe, hein, effectivement,
dans ces milieux des élites, et les correspondances familiales peuvent nous aider, même si, bien entendu, il y a une grande diversité en fonction des personnalités, des situations des uns et des autres. Le rôle des mères s'y dévoile quand même partiellement, et parfois on peut les saisir donc à travers les lettres qu'elles adressent à leurs enfants à différents âges de leur vie. Alors, dans quelles situations sont-elles amenées à écrire à leurs enfants ? Pour qu'il y ait correspondance, il faut qu'il y ait une séparation physique, même si on pourrait imaginer d'écrire des lettres à des gens avec qui on cohabite, mais enfin bon, là en général, c'est quand même parce qu'on n'est plus ensemble. Alors les premières séparations, elles interviennent très tôt, parce que, contrairement à ce que prescrit Rousseau, la plupart des mères de la noblesse n'allaitent pas leurs enfants. Il y a des exemples, hein, mais c'est plutôt exceptionnel. Mais je veux dire, elles ne leur écrivent pas non plus, hein, puisque ce sont des bébés. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les lettres qui sont adressées aux enfants, à partir du moment où ils sont capables de les comprendre, et même la plupart du temps de les lire des mères. Et sauf exception, enfin sauf cas particulier, ces séparations, elles interviennent quand l'enfant est envoyé au loin, hein, loin de ses parents, loin de sa mère, dans un but éducatif, mais suivant des modalités bien différentes, suivant le genre de l'enfant. Pour les garçons, cette séparation, elle peut survenir tôt, avant 10 ans, hein, mais on a des configurations quand même très différentes suivant les familles. Hein. C'est-à-dire, ça peut commencer vers 8-9 ans, pour certains, c'est à l'adolescence, hein, préadolescence, voire à l'adolescence, quand les parents décident de le placer, alors soit dans ce qu'on appelle un collège, soit dans une sorte d'école militaire, parce que ce type d'école se développe au XVIIIe siècle, pour y acquérir les savoirs et les compétences qui sont jugés nécessaires, hein, à un homme de ce milieu. Le garçon y est interne, ou parfois il est placé à côté, et il est parfois envoyé très loin de chez lui. Je vous donne quelques exemples. Les collèges parisiens les plus prestigieux, déjà à cette époque, recrutent les ancêtres de Louis le Grand, etc., recrutent des fils de toute la France, hein, qui y viennent. Une ville plus modeste, Lille, a un collège qui recrute dans les années 1760-70 essentiellement des élèves qui viennent de l'étranger, hein, des Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique, mais aussi des îles britanniques. À l'autre bout de la France, l'école militaire de Sorèze, en Haut-Languedoc, dans l'actuel département du Tarn, accueille aussi des Espagnols et ce qu'on appelait des Américains, c'est-à-dire des enfants de colons des Antilles, notamment de Saint-Domingue, donc qui partent, hein, qui traversent l'Atlantique pour être ici. Passer souvent plusieurs années, et évidemment durant ces années de véritable exil, enfin parfois c'est vécu comme ça, ils entretiennent une correspondance avec leurs deux parents, parfois avec leur mère seule en cas de veuvage. Un exemple, le jeune Wilhelm Charrière de Sévery, qui est un enfant de la noblesse suisse de Lausanne, passe 3 ans à Colmar, dans un institut, une espèce d'école militaire protestante qui s'appelait l'Institut Pfeffel, entre 1780 et 1783, donc il y reste 3 ans. Et dans sa correspondance, sa mère lui écrit, parce que lui, au début, il ne veut pas du tout rester, il passe son temps à dire « je veux partir, je vais m'enfuir ». Elle lui écrit « il faut finir l'ouvrage de votre éducation, il faut que vous deveniez un homme ». Et ailleurs, plus loin, tout jeune homme doit perdre de vue pour un temps le foyer paternel. Elle écrit le foyer paternel, mais c'est aussi le foyer, vous l'avez compris, maternel. Et dans ce cas, on a une centaine de lettres que donc la mère, à Catherine, lui a adressées, ainsi que ses réponses, et qui ont été éditées par des collègues suisses. Je vous ai mis ici la reproduction. La séparation donc, peut être longue, elle peut durer des années, et elle peut être suivie pour les garçons, d'une nouvelle période de séparation, durant laquelle le jeune homme va poursuivre sa formation. Donc ça peut être une formation, on va dire, universitaire, s'il devient magistrat, juriste. Ça peut être une période de formation lorsqu'on fait un long voyage, par exemple un long voyage en Italie, hein, c'était l'époque de ce qu'on appelle le Grand Tour.
Et plus fréquemment, on est l'envoi à l'armée pour une partie des garçons de la noblesse qui vont faire une carrière militaire. Et on les envoie en régiment, ils sont encore très jeunes, hein, sont encore adolescents. Pour des fils de bourgeois, on peut les envoyer aussi se former chez un négociant, partir dans un comptoir, dans un port, hein, où ils vont apprendre le métier sur le tas. Pour les filles, je reviens un tout petit peu en arrière, non, ici. Pour les filles, la formation à l'extérieur, elle est conçue pour des raisons plutôt religieuses et morales qu'intellectuelles. Et elle se fait généralement dans un couvent, notamment auprès des couvents des Ursulines ou des Visitandines. Parfois aussi, on commence à voir apparaître des maisons d'éducation laïque. Et par rapport aux garçons, la séparation, elle intervient à peu près dans la même tranche d'âge, hein, mais elle est généralement plus courte. Enfin, hein, c'est plutôt 1 an ou 2, hein, par rapport à leurs frères qui partent pendant des années. Elle est sans doute, mais ça resterait à examiner de manière plus précise, sans doute moins fréquente, moins systématique. Et elle suppose aussi sans doute moins d'éloignement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas envoyées de l'autre bout de la France, c'est plutôt un couvent qui se trouve à proximité, même s'il y a des exceptions, comme la maison de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon, qui accueille des jeunes filles nobles, pauvres, qui ont des boursières, on va dire, qui viennent elles aussi de toute la France et qui sont reçues entre eux à partir de l'âge de 7 à 12 ans. Hein. Vous voyez, on retrouve. Après, elles peuvent y rester, par contre, elles aussi, pendant de longues années. Alors, ces différents éléments pourraient peut-être expliquer pourquoi, dans les archives, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vu, on trouve finalement davantage de lettres adressées par les mères aux fils qu'aux filles. Et on trouve davantage de lettres de garçons que de filles, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Alors, qu'elles s'adressent à leurs fils ou à leurs filles, les mères, elles écrivent d'abord pour maintenir un lien. Hein, c'est un lien entre elles-mêmes et leur enfant. C'est la fonction première de la correspondance. Et elles le font de manière, suivant les cas, plus ou moins régulière, plus ou moins fréquente, avec des lettres plus ou moins longues. Ces lettres, elles sont plutôt écrites de leurs propres mains, sauf exception. Et quand les lettres sont écrites de leurs propres mains, la lettre, l'objet lettre, je veux dire, ne constitue pas simplement le support d'un message, mais elle révèle, on peut le dire, la trace tangible de la présence physique de la personne qui vous l'a adressé, qui l'a écrit de sa main, dont l'écriture est le signe de cette présence. Comme tant d'épistoliers de l'époque, les mères et les enfants évoquent en général, au début de la missive, à la fois le plaisir qu'ils ont à recevoir les lettres, ou la tristesse, ou l'inquiétude parce qu'ils n'en ont pas reçu, et ils adressent leurs salutations. Alors, je vous mets ici un exemple, un extrait, mais la lettre est ici très courte, donc en fait, elle a été peu coupée, d'une Madame Carpentier qui écrit d'Anvers à son fils qui est au collège de Lille. Mon très cher fils, il me fait plaisir d'apprendre par votre dernière lettre que vous continuez à vous bien porter. Nous gissons aussi, grâce à Dieu, d'une santé parfaite. Nous partons demain pour la campagne pour y passer 3 ou 4 jours avec votre cousin Jean Carpentier. Bon, après, elle développe un peu. Je vous recommande d'être exact à écrire le jeudi comme vous êtes accoutumé. Votre sœur et frère vous font 1000 compliments et vous embrassent en idée ce que je fais de même et vous donne ma bénédiction. Adieu mon cher enfant, portez-vous bien et croyez-moi toujours mon très cher fils, votre très affectionnée mère. Voilà. Donc c'est une lettre assez brève mais qui est assez typique. Je dirais, des lettres de cette époque, avec toujours la référence à la correspondance et le fait, vous voyez ici, il est censé écrire toutes les semaines à ses parents, et puis les échanges de nouvelles et la transmission de la part notamment des frères et sœurs qui, eux, sont restés auprès des parents. Cette longue lettre, elle est assez typique, mais dans ce cas précis, elle est assez courte et elle ressemble du coup assez peu aux lettres que Madame de Charrière envoie de Suisse à son fils parce qu'elle écrit des lettres
très longue, hein. C'est une femme qui a l'habitude d'écrire, donc elle lui raconte plein de détails sur ce qu'ils font, sur ses activités, celles de son entourage, et elle a un ton aussi qui est plus affectueux, elle le tutoie, et qui est plus affectueux que celui de Madame Carpentier. Cette séparation euh, qui peut durer des années est souvent ressentie douloureusement, hein, par les enfants, notamment au début. Mais comme on l'a vu, elle est perçue comme nécessaire et justifiée par les parents, et ici en l'occurrence par les mères. Alors pour les filles, la séparation par le couvent, elle est aussi une sorte d'apprentissage de la séparation future en vue du mariage, puisque la fille est amenée à quitter ses parents si elle se marie et à suivre son mari, parfois à déménager très loin. Donc cette première séparation, si vous voulez, c'est une sorte de répétition d'apprentissage. Pour les garçons, on l'a vu, on le justifie par les nécessités de l'éducation, etc. Et le message des parents, c'est qu'il faut supporter stoïquement la douleur de la séparation. C'est ce qu'écrit par exemple la présidente Dubourg, qui était une femme de la noblesse toulousaine, qui écrit à son fils Philippe, qui est parti à Paris. Si vous saviez, mon cher fils, combien je suis impatiente de vous voir, vous n'augmenteriez pas ce sentiment par le désir que vous marquez de revenir dans votre patrie. La raison vous en éloigne encore. Donc ici, elle tient un peu les mêmes propos que Madame de Charrière. Voilà, voilà, soyez stoïque. Et on sent qu'il y a une autocensure aussi, parfois des mères, pour ne pas se plaindre auprès de leur enfant qui leur manque, pour ne pas augmenter le chagrin de celui-ci. Mais en même temps, dans d'autres lettres, Madame Dubourg, elle se contredit un petit peu parce que dans d'autres, elle se laisse davantage aller et elle va lui écrire, par exemple, « Je m'accoutume difficilement à la privation de mes enfants. Je voudrais les avoir toujours auprès de moi. Je ne connais pas de plus grand plaisir. Je vous aime tous si tendrement que c'est toujours de nouveaux chagrins toutes les fois que je pense à leur absence. » Parce qu'effectivement, elle a plusieurs fils. Il y en a un qui est à l'armée, il y en a un qui est au collège, etc. Il y en a qui sont partis dans les îles. Hein, c'est une famille très, très dispersée. Et on sent ici les contradictions internes, hein, à la fois de l'affirmation de l'amour maternel qui est particulièrement revendiqué à partir de cette époque-là, de l'époque des Lumières, et en même temps les contradictions avec la nécessité ici de la séparation. Et la même présidente de Dubourg, donc je vous ai mis ici un extrait d'une lettre. Alors, vous voyez que c'est la maman qui écrit, pas de grands espaces, hein, voilà, et mon cher fils, on le met sur la même ligne, hein, parce que justement, c'est très familier, on peut se mettre là. Et ici, j'ai mis un extrait un petit peu long parce que il est beau. Elle écrit à son fils Mathias, qui est déjà assez grand. Il est parti faire un voyage en Italie de formation et il est sur le point de rentrer. Après, il est parti plusieurs mois. Hein. Avec quel délice je vous écris, mon cher fils. C'est à Béziers que cette lettre vous attendra. Je ne compte plus que par jour le temps de votre absence. J'ai rêvé que vous étiez arrivé. Mon sommeil n'était pas assez profond pour me tromper et je pensais que ce n'était qu'une agréable illusion dont je ne voulais point sortir par le réveil. Bien sûr que mon imagination fertile en images sombres me punissait du plaisir que j'avais eu effectivement. Le Rhône m'effraie, les voitures, les chevaux, jusqu'au paisible canal. Le canal, c'est le canal du Midi par lequel il va rentrer à Toulouse. Me fait peur. Le brouillard me fait craindre que les bords soient glissants et que si vous venez par cette route, vous ne périssiez. Si c'est par un carrossin, je crains que la voiture se brise. Par la brouette, qui est une forme de voiture. J'ajoute aux accidents ordinaires la fatigue qui peut vous faire tomber malade en chemin ou en arrivant. Enfin, je ne serai tranquille que lorsque vous serez dans mes bras. C'est un bel extrait. Alors, si elle se laisse aller, en fait, c'est parce que justement, son fils est grand, il va arriver. Et c'était un cas un peu particulier. Il écrivait des lettres d'Italie, elle les garde. Ces lettres sont lues, hein, à la famille, mais pas à la famille, dans le salon. Je la soupçonne d'avoir écrit aussi cette lettre pour être lue par d'autres que par son fils, et d'avoir fait un petit morceau littéraire ici,
parce que c'est un style qu'on ne retrouve pas très souvent justement dans les lettres des mères. Toutes les mères ne sont pas aussi aimantes. Et alors là, j'ai pas trouvé de lettres, mais des lettres de la comtesse de Laric à son mari. On dit que les mères aiment mieux leurs enfants que tout, mais je sens que je t'aime mieux que tous. Et à propos d'un de ses enfants qui revient à la maison, il a 18 ans, il est quand même parti 10 ans hein, en pension, c'est un peu long. Le petit écrit agit mal, il te ment dans toute sa lettre, mon oncle ne peut pas le sentir. Et plus loin, il est joueur, gourmand, feignant, paresseux, négligent. Il ment très lestement, dès qu'on ne lui dit un mot, il a de l'humeur. Donc vous voyez ici une mère qu'on ne va pas qualifier de très aimante, hein, voilà, et qui sort de cette vision idyllique hein, de la mère tendre et affectueuse. Alors, émanant de mère affectueuse ou pas, de toute façon, ces lettres, je vous en ai parlé, doivent suivre les codes épistolaires, donc qui respectent la hiérarchie entre les parents et les enfants, donc les parents représentant l'autorité et les enfants devant exprimer le respect. Mais on constate que la distance, ce qui nous paraît, nous, de la distance, une forme de froideur qui sont de mise dans la première moitié du siècle, ont tendance à s'atténuer au cours du XVIIIe siècle pour prendre un tour, comme je disais tout à l'heure, plus marqué par l'affection. Et parfois, le vouvoiement, j'y faisais allusion tout à l'heure, est progressivement remplacé par le tutoiement. Mais vous avez vu quand même que dans la majorité des lettres dont j'ai mis des extraits, on utilise toujours le tutoiement. Alors parfois, de manière assez symptomatique, les deux se mêlent. Hein, on entremêle le tutoiement et vouvoiement, ce qui montre qu'il y a une hésitation sur la manière dont s'expriment ici les mères. Par exemple, Madame de Saint-Laurent écrit à sa fille, qui est en 11 ans, qui est pensionnaire dans un couvent. Elle commence au tutoiement. « Je trouve fort bien que tu m'écrives sur un petit morceau de papier. Mais je veux que vous me parliez de vos maîtres. » Et là, elle s'adresse toujours à elle, parce qu'elle continue. « Et que vous me disiez naturellement, comme à votre confesseur, j'ai été exacte à tous mes devoirs cette semaine. » De manière plus intéressante encore, Madame de Charrière, dont je vous ai parlé, la noble de Lausanne qui écrit à son fils, elle le tutoie, hein, elle a l'air très affectueuse. On est dans les années 1780, donc de plus en plus le tutoiement se développe hein, à cette époque. Donc elle le tutoie, mais quand elle est fâchée, elle se met à le vouvoyer. Hein, et elle le gronde, si vous voulez, et elle passe au vouvoiement, un vouvoiement très sévère. Et du coup, son fils le vit très mal, et donc il lui écrit une lettre dans laquelle il exprime son désarroi face à ce vouvoiement. Il lui écrit « Tutoyez-moi comme vous le faisiez, et oubliez tout, je vous en conjure, supplie, à genoux. Hein, mais voilà, rendez-moi le tutoiement qui est le signe de votre affection pour moi. » On voit aussi évoluer les expressions finales. Madame Dubourg, dans les années 1760-1770, finit sa lettre en disant « Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous embrasse bien tendrement, je vous aime de tout mon cœur ». Ou dans une lettre, elle écrit à deux de ses fils « Adieu encore mes chers enfants, mon cœur vole au-devant de vous ». Madame de Charrière, qui utilise généralement le tutoiement, sauf quand elle est très fâchée, elle écrit donc à son fils, elle l'appelle avec elle a des expressions plus tendres. Hein. Elle lui dit, elle écrit à son très cher petit, son cher cœur, elle l'appelle mon ange. Hein, d'accord ? Donc on voit ici, donc à travers ces expressions qui diffèrent d'une famille à l'autre, on voit quand même bien le sens des évolutions. Hein, et cette manière d'exprimer l'affectivité, notamment entre la mère et l'enfant, hein, qui se développe de manière progressive et qui ensuite prendra plus de place et plus d'ampleur après la Révolution, au cours du XIXe siècle. En revanche, il reste des usages qui, pour nous, sont un peu surprenants, notamment dans la noblesse. Je vous l'ai fait remarquer pour ces petites lettres de tout à l'heure. On utilise très peu les prénoms, en fait. Hein. Les prénoms sont très peu utilisés. Souvent, on désigne même les autres enfants, l'abbé, le chevalier, voilà, ou par des noms de famille. Alors,
il faut aussi insister, vous l'avez vu dans certains exemples, que ces échanges épistolaires ne s'inscrivent pas dans une simple relation duel entre une mère et son enfant, mais ils s'inscrivent dans une configuration plus large parce que les lettres ne sont pas lues que par le destinataire. Elles sont lues souvent à haute voix dans le cadre du salon, et elles servent à donner des nouvelles des uns et des autres dans les deux sens. Les mères donnent des nouvelles des membres du groupe familial et les enfants chargent leur mère d'embrasser ou de transmettre leur respect au reste de la famille, mais aussi aux amis, aux voisins, aux connaissances, aux domestiques. Il faut ici insister sur le fait que dans les familles de ces milieux-là, qui ont des grandes maisons, des hôtels, des châteaux, souvent on accueille beaucoup de monde, des enfants, mais ça peut être des parents, des cousins, des oncles, des tantes, des relations qui viennent, qui vivent, qui parfois restent très longtemps, des gens qui sont des protégés, des domestiques aussi qui font vraiment partie de la maison. Et par la transmission de ces nouvelles, c'est un moyen pour la mère qui écrit de laisser à l'enfant qui n'est pas là, qui est absent physiquement, de lui laisser sa place dans la maison au sens métaphorique du terme, de lui garder ici sa place parmi les siens. Alors, comme toutes les correspondances de l'époque, on parle beaucoup de la santé dans ces lettres. En général, ça commence par ça. Et on le trouve évidemment dans les lettres entre des mères aux enfants. Mais dans le cas de leurs lettres en particulier, on rejoint ici les préoccupations que j'ai évoquées tout à l'heure sur le fait que les mères sont justement jugées responsables de la santé de leur enfant et que ça fait partie de leur rôle, de leur fonction maternelle, de veiller aux soins du corps de leur enfant et à la santé, même si cet enfant est loin. Donc les lettres sont parfois très abondantes en détails, parfois très précis, qui tiennent à la maladie, à la santé, à l'alimentation, même aux coupes de cheveux, enfin à toute une série de choses sur le corps des enfants. Comme un petit exemple, Madame de Charrière, avant que je l'oublie, alors elle écrit ça au milieu de considérations qui n'ont absolument rien à voir, on sent que c'est vraiment au fil de la plume. Avant que je l'oublie, je te prie de déjeuner toujours, fût-ce avec un petit morceau de pain et un peu d'eau. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Je ne veux pas que tu travailles à jeun et je te le recommande fortement. Mande-moi que tu le fais, cela m'inquiète. Donc ça, c'est des préoccupations d'ailleurs qu'on pourrait, je pense, retrouver sous forme via WhatsApp ou autres messages sur des mères actuelles. Donc la santé ici de l'enfant, elle est très présente et beaucoup plus que les lettres de père qui n'entrent pas qui vont écrire, qui se soucient de la santé de leur fils, etc., mais qui ne vont pas entrer dans ce genre de considérations sur n'oublie pas de manger, je m'inquiète pour toi. On retrouve également d'autres préoccupations, de manière très fréquente et parfois très détaillée, qui relèvent de leur rôle de maîtresse de maison, qui doit veiller aux besoins matériels, aux objets de l'ensemble de la maisonnée, mais aussi de ceux des enfants qui ne sont plus présents, mais qui sont toujours sous leur responsabilité. Et le soin, ici, s'exprime surtout en particulier à tout ce qui concerne le linge, les vêtements, qui est aussi un lien avec le corps lorsqu'on parle du linge. Et c'était un problème qui pouvait être assez épineux lorsqu'on envoyait des filles et surtout des garçons en pleine croissance et qu'ils grandissaient. On les envoyait avec un trousseau et puis quelques mois après, tout était trop petit. Donc on sent très bien ces préoccupations. Par exemple, Madame de Charrière qui écrit « Mande-moi si ton petit trousseau est bien, ça écris-moi ».
Et Madame Dubourg qui écrit à son fils: si vous aviez l'intention d'écrire le compte de votre linge lorsque vous le donnez à la blanchisseuse et de voir si elle est exacte à le rendre, vous en perdriez moins, puisqu'il perdait de linge à la blanchisserie. Alors, ça peut paraître assez étonnant que ces dames de Madame Dubourg, on l'appelle la présidente, c'est la femme d'un président au Parlement de Toulouse. On peut penser que bon, elle est peut-être un peu au-dessus de ce genre de considération. Comment t'as encore perdu tes bas, tes chemises, il faut en racheter, etc. Mais ces familles, qui sont souvent des familles riches, hein, voire parfois fortunées, sont tout le temps à court d'argent. Ils manquent de liquidité et ils vivent constamment à crédit. Et donc, on a l'impression, quand on lit les lettres, parfois, on a l'impression que ce sont des gens pauvres, quoi. Enfin, ils n'ont pas le sou. Le fils dit: mais j'ai pas d'argent, je suis obligé d'emprunter au concierge, etc. Alors que ce sont des gens qui ont des patrimoines considérables, mais ils sont toujours à court d'argent, y compris les plus fortunés. Et dans ces milieux-là, si ce sont souvent les hommes qui s'occupent des problèmes financiers plus importants, ce sont les femmes qui gèrent souvent les budgets quotidiens, hein, qui s'occupent de l'intendance, pour le dire. Et elles le font ici, elles continuent à endosser ces responsabilités, comme on le voit tout à fait ici. Et donc, infailliblement, la plupart du temps, les réponses aux demandes des enfants, et en particulier les fils, qui ont plus d'autonomie que les filles qui sont au couvent, hein, où elles ont moins de possibilités de perdre de l'argent ou de demander des choses, et puis elles sont entourées par des religieuses qui vont s'occuper justement du linge. Bref, la réponse, c'est plutôt de les inciter à restreindre leurs dépenses et à vivre de manière plus économique. Et on le voit ici, comment on passe de considérations très pratiques et prosaïques à des propos qui sont plutôt d'ordre de la morale, hein, des propos plus moralisateurs, mais qui font aussi partie des attributs éducatifs des mères qui doivent s'occuper de la formation morale de leurs enfants, garçons et filles. Alors, ce souci est particulièrement important parce que justement, les enfants sont à distance. Et les lettres doivent être un moyen pour essayer de garder un contrôle, hein, parental, paternel et maternel sur des enfants, malgré la présence de tiers, des religieuses, le personnel du collège, etc., avec qui normalement ils sont censés s'entendre. Parfois des tiers, parfois d'ailleurs les enfants sont accompagnés, hein, par un précepteur, etc. Ils ne partent pas tout seuls, hein. Parfois ils ont des correspondants aussi, comme on disait à une époque. Les lettres, d'ailleurs, certes, suivant les endroits, par exemple dans les couvents, mais dans certains collèges aussi, la correspondance n'est pas libre, hein, c'est-à-dire que les lettres sont vues, hein, sont lues par le principal du collège ou par la supérieure. Et par ailleurs, les lettres qui sont adressées aux enfants, elles s'accompagnent aussi de toute une correspondance qui est adressée aux religieuses ou au directeur de telle école ou au principal de tel collège ou au précepteur ou aux parents qui vivent par exemple à Paris et que l'enfant va voir régulièrement, etc. Donc, une volonté de continuer à contrôler en essayant, si possible, de collaborer avec les adultes qui sont censés encadrer de près ou de moins l'enfant ou l'adolescent là où il habite. Et pour les mères, une fonction qui leur est reconnue, c'est de s'occuper notamment de l'éducation religieuse et morale. Et on voit très bien comment ceci, effectivement, se poursuit. Alors au fur et à mesure que l'enfant grandit, hein, et cette volonté-là perdure très longtemps. De tous, donc on attend que l'enfant se comporte de manière honnête, droite, une morale qui est plus ou moins liée, suivant les personnalités, à des convictions religieuses, à un moment, au XVIIIe siècle, où justement il y a un recul, hein, de la place de la religion. Alors, vous avez par exemple Françoise de Robert d'Escragnole, qui est une noble provençale, qui écrit dans les années 1760 à son fils unique:
Si je désire, mon enfant, avoir une preuve convaincante de votre sagesse et de votre conduite au régiment, puisque lui, il est envoyé jeune et à l'armée, je désire avec plus grande ardeur, si vous êtes soigneux, de songer que vous avez un maître dans le ciel qui mérite toute votre attention pour tâcher de lui plaire et de le bien servir. Votre état, mon enfant, n'est pas incompatible avec son service, bien loin de là, l'on en fait mieux son devoir, et un parfum chrétien est un honnête homme. Si je pouvais graver dans votre cœur ces vérités, je les graverais de mon sang s'il était possible. Il n'y a que Dieu, mon enfant, qui puisse l'y graver, qui soit c'est tellement mal écrit que même la transcription, j'ai du mal, que puisse il graverait, qu'il soit ineffaçable. Dieu le fasse par sa sainte grâce, ce que je lui demande de tout mon cœur. Évitez, mon fils, les mauvaises compagnies. C'est la perte de la jeunesse. Je suis persuadée que votre père veille là-dessus. Vous avez un bon père qui vous aime bien, qui n'oublie rien pour votre éducation. Donc là, on voit bien que père et mère veillent tous les deux sur l'éducation. Ils écrivent séparément. Alors elle a un niveau, là, pour le coup, de maîtrise de la langue qui est problématique, on va dire. Et dans son cas, il y a l'aspect moral et ici qui repose sur la religion, ici qui est très nettement affirmée. Donc ce sont des choses qui restent tout à fait présentes jusqu'à la Révolution, mais qui sont quand même des lettres dont la teneur est un peu en déclin par rapport au siècle précédent. Et on voit davantage apparaître de lettres dans lesquelles la morale est davantage découplée de la foi, comme c'est ici avec la référence à Dieu et à sa sainte grâce. Alors pour les filles, on attend plus particulièrement de la modestie, de la franchise, de l'obéissance, mais je dirais qu'au sein des couvents Ouessant, on veille attentivement sur elles et leurs marges de liberté sont faibles. Les garçons, ils sont plus libres, surtout quand ils ont quitté les collèges, qui sont par exemple en formation, à l'armée au début, et ils sont soumis à de nombreuses tentations qui risquent de les faire succomber. Alors il y a la paresse, il y a le jeu et la débauche. Et je vous mets ici une mise en garde de Madame Dubourg qui écrit à son fils Joseph, qui justement fait partie de ces jeunes officiers encore très très jeunes. Donc elle écrit, j'ai un peu résumé, elle met en garde contre les fripons qui risquent de le détrousser dans les auberges. Et surtout, elle lui écrit avec une liberté qui est quand même assez étonnante pour nous. Deuxième danger après les voleurs. Secondement, le danger des filles des auberges, qui sont bien gracieuses avec les jeunes officiers, et qui leur laisse des souvenirs cuisants des politesses qu'elles ont fait et reçues. Donc, c'est assez clair. La même mère écrit aussi à son autre fils, qui alors lui, il est au collège, il doit se préparer, il va entrer dans le clergé, il sera chanoine, ce qui n'empêche pas d'avoir une vie un peu débauchée, puisque certains membres du haut clergé donnaient bien l'exemple. Mais lui, non, c'est quelqu'un de très sage. Et elle lui écrit aussi « Adieu mon cher fils, je vous embrasse bien tendrement et vous recommande la pratique des vertus. Si vous voulez être heureux, l'amour du travail est un moyen assuré pour vous garantir des villes. » Et en fait, il est assez étonnant de voir que sous la plume de ces femmes de la noblesse, eh bien, on prêche le mérite, le travail, l'économie, des valeurs qu'on n'associe généralement pas à la noblesse, mais plutôt à la morale bourgeoise, qui ici, vous le voyez, en fait, est une morale qui est tout à fait partagée, et on leur écrit tout à fait la même chose. Après, quelle est l'efficacité des sermons des pères ou des mères ? On peut en douter, parce que Madame d'Épinay, qui avait écrit des lettres à son fils qui ont été publiées, s'est résolue quand même s'est mise d'accord avec son mari à un moment donné pour demander des lettres de cachet pour le faire enfermer, tellement elle trouvait que son comportement était problématique. Alors, ces considérations morales, elles se mêlent également à des encouragements pour développer, je dirais, les compétences sociales des enfants
et leur enseigner ce qu'on pourrait appeler la civilité. L'apprentissage de la rédaction des lettres fait partie de ce programme de formation, parce que dans ces milieux, les filles comme les garçons sont appelés à écrire beaucoup. Comme je l'ai dit, ça fait partie de leur vie sociale et il faut apprendre à rédiger des lettres qui soient écrites correctement, respectant les codes épistolaires. Elle guide aussi les mères, on le voit très bien, leurs enfants dans le domaine des relations sociales, en leur donnant des conseils sur la manière de se comporter avec leurs camarades, avec leurs supérieurs, avec les gens qu'ils rencontrent. C'est le cas, par exemple, de Madame de Boisrayon, qui écrit à sa fille, qui est toute jeune et qui est pensionnaire dans un couvent lyonnais. Elle lui exprime son plaisir, je cite, « que vous soyez de la société, c'est-à-dire du groupe de la nièce de Madame l'abbesse, et que les demoiselles qui l'accompagnent soient au-dessus de votre âge. Choisissez parmi elles à imiter celles qui réunissent tous les suffrages. » Donc parmi les filles qui fréquentent le couvent, elle l'encourage ici à aller elle-même fréquenter celles qui sont, voilà, qui ont le capital social le plus important, et à délaisser éventuellement d'autres camarades parce qu'elles voilà, elles viennent d'un monde, on va dire, moins prestigieux. Ou c'est Madame Dubourg qui écrit à son fils quand il est en voyage en Italie, il est alors à Rome, et elle le conseille sur l'attitude à adopter à l'égard du cardinal de Bernis, auprès duquel il a été introduit. Elle lui dit « Il veut que vous ayez sa table », donc il est convié à la table du Bernis, « ce qui vous procurera le plaisir de le voir tous les jours et celui de faire de très bonnes connaissances. Rendez-vous utile sans bassesse et que les sentiments d'amitié qu'il a bien voulu vous marquer ne fassent qu'augmenter par une connaissance plus intime. Liez-vous avec Monsieur de Sèze, qui est homme de mérite, puisqu'il a la confiance de Monsieur le cardinal. Il ne peut que vous donner de bons avis et vous êtes d'âge à en recevoir. » Donc ici, c'est comment se faire bien voir d'un personnage important qui peut apporter des protections à Mathias, mais aussi à l'ensemble de la famille. Donc on voit très bien comment, malgré la distance, les mères essaient d'utiliser leurs propres compétences de femmes qui ont des relations mondaines, qui parfois tiennent des salons, pour apprendre à leurs enfants, filles et garçons, à se former justement à cette vie mondaine, pour défendre leur propre avenir, leurs intérêts, et ceux de toute la famille, des frères, des sœurs, à une époque où ça joue un rôle considérable dans les carrières, y compris dans l'armée, dans la magistrature, etc. Et parallèlement, c'est doublé, on le voit très bien en ce qui concerne les garçons, souvent par une intense correspondance pour obtenir des appuis, pour avoir des postes au sein de l'armée, obtenir des promotions, etc., qui, à l'époque, se faisait souvent par ce biais des recommandations, et c'est pour ça qu'il fallait faire la cour à des personnages qui étaient plus haut placés que ça. Alors, même si donc il faut avoir des protections, il faut être capable d'avoir des relations efficaces sur le plan social, il faut cependant avoir aussi des connaissances, des compétences. Donc pour les filles, on attend de plus en plus sur le plan intellectuel, mais quand même beaucoup restent dans ce qu'on appelle les arts d'agrément, la musique, la danse, etc., qui leur permettront de briller dans un cercle au sein des salons, dans un cercle relationnel. Pour les garçons, on attend davantage. On attend pour ceux qui sont au collège, qui maîtrisent ce qu'on appelait les humanités, notamment pour ceux qui vont, et surtout le latin, pour ceux qui vont devenir magistrats. Pour ceux qui sont dans les académies militaires, on attend la maîtrise des armes, des arts équestres, et puis de plus en plus les mathématiques, les langues vivantes, qui jouent un rôle de plus en plus important. Et là, on voit très bien quand même que ce domaine-là est bien davantage le domaine des pères, parce qu'eux-mêmes ont eu le même type de formation, ils ont les compétences et les savoirs, alors que les mères, elles ne sont pas allées au collège, elles n'ont pas appris le latin, etc. Donc parfois, elles s'y intéressent quand même, notamment elles demandent
envoyez-nous vos notes, enfin non, c'était pas les notes, les résultats que vous avez, etc. Mais on sent que là, il y a quand même une partition et que c'est davantage le domaine des pères, même si les mères n'en sont pas tout à fait absentes. Et puis, il y en a quand même certaines qui, parce qu'elles sont plus curieuses, qui sont plus cultivées, qui ont été formées soit par des précepteurs, des gouvernantes, soit qui sont plus autodidactes, qui ont elles aussi une formation intellectuelle assez importante et qui, à ce moment-là, vont davantage s'intéresser justement à la dimension intellectuelle. C'est le cas de la présidente Dubourg. On le voit à travers les lettres qu'elle adresse à son fils Philippe, qui est d'abord élève au collège d'Harcourt, puis ensuite il est au séminaire de Saint-Magloire à Paris, avant de devenir chanoine. Et dans les lettres qu'ils échangent au fur et à mesure que le temps passe et qu'il grandit, ils échangent sur les poètes, sur Homère, Virgile, Cicéron, Le Tasse, Milton. Ils échangent aussi sur des publications récentes comme le Bélisaire publié par Marmontel. Ils ne sont pas d'accord, la mère et le fils, sur la vie, donc ils ont une discussion argumentée là-dessus. Ils évoquent la religion à travers Massillon et Saint François de Sales, puisqu'ils se destinent au clergé, donc ils évoquent aussi ce domaine-là. Donc on voit ici qu'on a une femme qui est elle-même très cultivée, qui lit beaucoup, qui se tient au courant de l'actualité, on va dire littéraire, philosophique, et qui est capable donc d'échanger sur le contenu de la formation et au-delà. Et dans son cas en particulier, non seulement on sait par ailleurs, par d'autres correspondances, qu'elle lit les classiques, hein, elle a lu Platon, elle a lu Cicéron, Sénèque, et elle lit aussi les auteurs contemporains, elle lit Voltaire, elle lit avec enthousiasme Rousseau, elle lit Malbus, Helvétius, Smith, Thomas, qui est un auteur très à la mode, et elle lit aussi des auteurs qui se sont occupés de pédagogie. Et elle-même, donc, a une sorte de programme pédagogique. Elle fait référence aux aux auteurs les plus influents. John Locke, qui à la fin du XVIIe siècle, qui a été une sorte de précurseur des Lumières et dont les écrits sur la pédagogie qui étaient très nouveaux ont beaucoup marqué. Elle s'appuie sur des vulgarisateurs comme l'abbé Pluche qui avait écrit un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. Elle s'appuie sur un autre qui est moins connu, Monsieur de Chompré, sur Madame le Prince de Beaumont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis également sur Rousseau, à tel point d'ailleurs qu'il semblerait que pour son petit dernier, qui s'appelait, elle a eu 20 enfants, paraît-il. Hein. Bon, ils ne sont pas tous... voilà, mais il y en a 6 qui sont arrivés à l'âge adulte. Et le petit dernier, qui s'appelle Bruno, semble avoir eu dans les premiers temps une éducation rousseauiste, ce qui semblerait voudrait dire que lui, elle l'aurait allaité, et puis il aurait eu des soins, il n'aurait pas été emmailloté comme les autres, etc. La marquise de Livry, qui est à Paris, avec qui elle correspond, parle de Bruno en lui disant « votre petit Émile ». Voilà. Donc on voit, c'est un exemple intéressant de femme qui vit en province, mais qui est une femme des Lumières, qui est très au courant en fait des débats de l'époque et qui elle-même essaie d'être véritablement une mère pédagogue. Cependant, on peut remarquer que dans le cas de Bruno, bon, il a peut-être été le petit Émile au début, mais enfin pour la suite, son éducation et puis sa formation, après il va entrer dans la marine. Enfin, finalement, il n'a pas l'air de se distinguer tant que ça de ses frères en particulier. Et ce qui ressort de la correspondance familiale, c'est surtout que Bruno, c'était le petit dernier, et qu'il avait un statut à part dans la famille, parce que voilà, c'était le petit dernier de la famille. En tout cas, on voit comment, dans le cas de Madame Dubourg, elle va correspondre avec le petit Émile, là, Bruno, lorsqu'il est adolescent, mais aussi plus tard, lorsqu'il est un adulte et qui part comme officier de marine, notamment dans les années 1780. Et je voudrais terminer là-dessus pour expliquer que
les correspondances entre les mères et les enfants, elles ne s'interrompent pas brutalement à l'âge adulte. Au contraire, elles se poursuivent, même parfois elles s'intensifient, notamment avec les filles, lorsque celles-ci se marient justement et qu'elles quittent la maison. Les garçons aussi, surtout les cadets, sont souvent obligés de partir, notamment lorsqu'ils choisissent le métier des armes, hein, ce qui les emmène à voyager et à se déplacer. Et les archives montrent comment les correspondances entre parents et enfants adultes, et notamment entre mères et enfants adultes, qu'il s'agisse des filles ou des garçons, sont très importantes, très nourries, entretiennent des liens très forts, aussi bien avec les filles qu'avec les fils, notamment parfois avec des fils célibataires, par exemple, qui écrivent très souvent à leur mère. Et ce lien, en plus, a tendance à se renforcer avec la vieillesse lorsque la mère devient veuve et qu'elle devient un peu la matriarche de la famille. On voit très bien qu'elle continue à avoir un ascendant sur l'ensemble de leurs enfants. Et parmi les sujets qu'on aborde, la santé, bien sûr, hein, et de quoi parle-t-on? Des petits-enfants, hein, bien sûr, et on replace l'enfance à nouveau au centre de ces lettres, comme le faisait Madame d'Épinay avec ses conversations des Mickey. Merci. Merci beaucoup. Je pense que voilà, enfin, qu'on a découvert notamment ces lettres entre les mères et les fils. Peut-être qu'on connaissait mieux l'existence de correspondance entre les mères et les filles, mais peut-être moins entre les mères et les fils. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi Madame ne nous a-t-elle pas présenté des lettres d'hommes, de pères? Alors, il fallait faire des choix. C'était voilà. Donc, j'avais décidé, voilà, j'ai décidé de mettre des lettres de mère. Mais évidemment que on pourrait présenter des lettres de père ou les comparer. Mais il y a aussi des problèmes liés aux conservations des archives. Et par exemple, dans le cas de la famille Dubourg, qui est très intéressante, on n'a plus les lettres de père. Ouais, hélas. Une autre question? Moi, je m'étais dit que j'allais vous demander si ça s'interrompait, mais vous avez répondu tout à la fin que non, ces correspondances ne s'interrompent pas. Et peut-être je voulais savoir si est-ce qu'on a des exemples d'échanges entre des mères qui pourraient se donner des conseils entre elles. Enfin, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'on a des sources? Là, comme ça, moi, je n'en vois pas, mais c'est pas parce que je n'en ai pas en tête qu'elle n'existe Des pas. grands-mères et des mères, peut-être. Oui. En fait, la difficulté, c'est que si vous voulez, en dehors des femmes très connues comme Madame d'Épinay, etc., dont les correspondances sont bien connues, les historiens ne s'intéressent aux correspondances privées que depuis assez peu de temps. Enfin, je dis assez peu de temps, c'est pas tout récent. Mais enfin, c'est devenu un objet d'étude en soi que depuis peut-être 20 ans, voilà. Et dans ce domaine, du coup, il reste encore beaucoup à faire parce que ces archives, elles sont très éparpillées. Lorsqu'elles ont été déposées dans des archives publiques, elles sont souvent très mal inventoriées. Hein, parce que les archivistes à l'époque, voyez, ne voyaient pas l'intérêt, donc ils mettent lettres, hein, familiales, enfin voilà, parfois c'est faux, etc. Donc en fait, on manque encore aujourd'hui, si vous voulez, d'outils pour mieux connaître les contenus de ces correspondances. On a des études sur certaines familles, sur certaines personnalités ou sur des aires géographiques, mais il reste beaucoup à découvrir pour les étudier de manière plus systématique et notamment pour être capable justement de faire des comparaisons plus systématiques suivant les époques, les milieux précis, suivant les gens entre les mères et les pères, ou d'explorer d'autres éléments comme les échanges entre femmes. Mais c'est pas sûr que ça soit conservé, parce qu'il faut qu'elles soient conservées quand même. Il faut qu'à un moment donné, on ait dit je les jette pas à la poubelle. Voilà. Il y a une dame qui... Oui. Le micro arrive, madame, le micro arrive de l'autre côté. Voilà. Merci.
Était-elle au courant d'une manière générale des écrits de Rousseau, puisque vous y avez fait allusion, et en quelques mots, quelle a été la réception générale de ces écrits qui devaient les changer? Alors, Rousseau a eu beaucoup de succès, hein. La Nouvelle Héloïse et l'Émile, c'est paru en 1761-62. Ça a eu un succès considérable, notamment au sein de la noblesse et notamment chez les femmes, hein, tout à fait. Ça, on le sait. Alors, ce qu'on connaît mieux, c'est la réception, on va dire, plutôt parisienne, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de sources, des mémoires de personnages célèbres, ce qui se disait dans les salons, etc. En province, c'est plus compliqué parce que voilà, là on a moins de sources. Donc moi j'ai ce cas par exemple de Madame Dubourg où là on voit très bien parce qu'on a toute une correspondance assez riche, y compris avec donc quelqu'un à qui elle écrit, qui est Madame de Livry. Alors on n'a pas les lettres de Madame Dubourg à Madame de Livry, mais on a toutes les lettres de Madame de Livry qui lui rendent compte de ce qui se passe à Paris. Donc là on le sait très bien et j'en profite pour signaler que la correspondance de Madame Libri à Madame Dubourg a été éditée, enfin la première partie a été éditée chez les Classiques Garnier l'année dernière, ou il y a 2 ans. Voilà. Mais pour d'autres, Françoise, je me souviens plus son nom, c'est la noble provençale dont je vous ai mis, elle, à mon avis, elle n'a pas beaucoup lu Rousseau, hein. On sent qu'elle est, voilà, il y a aussi des écarts, hein, quand même considérables entre femmes, même si elles appartiennent à la noblesse, suivant notamment les endroits où elles vivent. Françoise d'Escagnol, elle vit dans les actuelles Hautes-Alpes. Enfin, elle est un peu enfermée dans son château assez reculé parce que son mari, justement, n'est pas là. C'est elle qui doit se charger de la gestion des domaines. Et donc, elle est beaucoup à la campagne, beaucoup dans son château. Elle manque justement de liens. Alors que les femmes qui sont dans les villes où il y a une sociabilité plus importante, où les courriers circulent bien, où on peut échanger, sont plus au fait, hein, de l'actualité, y compris l'actualité philosophique. Et les relations entre enfants, Entre eux, oui. Alors, on n'en a pas, on en a aussi, on trouve des lettres entre enfants. On n'en a pas forcément beaucoup non plus, hein, il y en a pas énormément. Et là aussi, bon, même si Marie-Agnès a eu la gentillesse de le dire, j'ai participé à la co-direction il y a assez longtemps maintenant d'un ouvrage sur les frères et sœurs. Sur les relations fraternelles, même si c'est connu, on a plus de mal à les retracer parce que la logique patrimoniale, je dirais, fait que, y compris pour la conservation des archives, on privilégie les liens de filiation, hein, si vous voulez. Et du coup, ça se perd un peu. On en a certainement beaucoup perdu. C'est-à-dire qu'on devine qu'ils s'écrivent parfois. Moi, j'ai retrouvé des traces, pendant de la correspondance du bourg, d'un fils qui écrit à sa mère, ou sa mère qui lui écrit. Ils font allusion aux échanges qu'ils ont entre frères et sœurs. Mais la correspondance entre les frères et sœurs, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Voilà. C'est difficile de mesurer, de mesurer le lien fraternel. C'est passionnant, mais c'est assez compliqué, en fait. Bon, mais je crois qu'il nous reste à vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Et bonne visite à vous.